Il m'a arraché l'héritage des mains comme on arrache un sac à une vieille femme dans la rue, sans trembler, sans hésiter, devant des avocats, des proches, des signatures déjà prêtes. À cet instant précis, j'ai compris que je n'étais plus une mère à ses yeux, mais un obstacle à éliminer. Il a posé le stylo devant moi, a penché la tête et a dit d'une voix sèche que c'était mieux ainsi. Pour tout le monde, surtout pour lui. Je m'appelle Fatoumata, j'ai 67 ans. J'ai bâti cette maison pierre après pierre, parfois au prix de nuits blanches et de sacrifices que personne n'a jamais vraiment vus. J'y ai élevé mes enfants, j'y ai enterré des rêves, j'y ai protégé des silences. Cet héritage n'était pas seulement une question d'argent, c'était ma vie. Et pourtant, ce jour-là, on me l'a retiré comme si je n'avais plus la capacité de décider de quoi que ce soit. Mon fils s'appelait Laurent. Je dis « s'appelait » parce que ce jour-là, quelque chose s'est rompu entre nous. Il était pressé, trop pressé. Il parlait de procédures, de délais, d'opportunités. Il répétait que j'étais fatiguée, influençable, dépassée. Il a même laissé entendre, devant des tiers, que je n'étais plus totalement lucide. J'ai senti la honte m'envahir, pas parce que ces mots étaient vrais, mais parce qu'ils étaient prononcés par mon propre enfant. Tout avait commencé quelques mois plus tôt, au moment où ma santé avait vacillé. Une hospitalisation, un corps affaibli, une dépendance passagère. C'est là qu'il s'est rapproché, trop soudainement. Il venait avec des dossiers, des sourires forcés, des phrases rassurantes. Il disait vouloir m'aider, me soulager. Il parlait de protection. Je l'ai cru, parce que je voulais croire, parce qu'une mère veut toujours croire. Puis les visites sont devenues des pressions. Les conseils, des ordres déguisés, les signatures, des urgences inventées. Il disait que tout le monde était d'accord, que la famille trouvait cela raisonnable, que les avocats confirmaient. Je me sentais encerclée, isolée, comme si le monde entier avait décidé que je n'avais plus mon mot à dire. Le jour de la signature, j'étais assise dans une pièce trop froide, les murs blancs, les dossiers empilés, les regards qui évitèrent le mien. Laurent parlait à ma place. Il expliquait ce qui était le mieux. Il m'appelait « maman » uniquement pour me faire taire. Quand j'ai hésité, il a soupiré. Il a dit que je compliquais les choses, que je devais penser à l'avenir, son avenir. J'ai signé, parce que j'étais fatiguée, parce que j'étais seule, parce que j'avais encore cette illusion que l'amour filial imposait parfois de céder. Mais au moment où le stylo a quitté le papier, j'ai senti quelque chose se détacher en moi, une confiance ancienne, un lien sacré. Il m'a souri, un sourire de victoire. Il pensait avoir gagné. Les semaines suivantes ont été les plus humiliantes de ma vie. Je voyais ma propre maison devenir un lieu où je n'étais plus qu'une invitée. Les décisions se prenaient sans moi. Les comptes étaient contrôlés par lui. Les objets que j'avais choisis disparaissaient. Laurent parlait de réorganisation. Moi, je sentais l'effacement. Il se montrait arrogant. Devant les proches, il racontait comment il avait sauvé la situation, comment il avait pris les choses en main. Certains acquiesçaient, d'autres se taisaient. Personne ne me demandait ce que je ressentais. J'avais l'impression d'être devenu un dossier clos. Pourtant, au fond de moi, quelque chose résistait. Une petite voix, un détail, un souvenir ancien, enfoui dans des papiers jaunis et des promesses faites bien avant que Laurent ne devienne cet homme pressé. Je n'y pensais pas encore clairement, mais je sentais que tout n'était pas perdu, qu'il manquait une pièce à son triomphe. Laurent avait agi vite, trop vite. Il avait oublié que ma vie ne se résumait pas aux documents qu'il brandissait. Il avait oublié que certaines décisions avaient été prises avant lui, pour me protéger justement de ce genre de précipitation. Il avait oublié un petit détail, minuscule en apparence, immense dans ses conséquences. Je ne disais toujours rien. Je regardais, j'écoutais, je laissais croire que j'avais accepté, parce que parfois, la meilleure défense est le silence. Et parce que je savais désormais que la vérité, quand elle surgit, n'a pas besoin de crier. Car ce que Laurent prenait pour une victoire définitive n'était que le début d'une chute qu'il n'avait absolument pas vue venir. Après la signature, la pression ne s'est pas arrêtée. Elle a simplement changé de forme. Elle n'était plus frontale, elle était quotidienne, diffuse, presque administrative. Laurent ne me demandait plus mon avis. Il m'informait. Des travaux prévus, des comptes déplacés, des rendez-vous fixés sans moi. Chaque phrase commençait par « Ne t'inquiète pas » et se terminait par « C'est déjà réglé ».
Je me sentais comme une invitée tolérée dans ma propre vie. Il a commencé à contrôler l'accès à la maison. Des clés supplémentaires distribuées. Des serrures changées. Pour la sécurité. On me disait que c'était pour mon bien. Pour éviter que je me fatigue. Pour éviter les erreurs. Chaque mesure était enveloppée de sollicitude, mais je sentais la cage se refermer. Les pièces où j'avais tant vécu devenaient étrangères. Mes objets disparaissaient dans des cartons sans que personne ne me demande. On a fait du tri, disait-il. Comme si mon passé était un encombrant inutile. Devant la famille, Laurent se montrait irréprochable. Il parlait avec assurance, citait des chiffres, évoquait des conseils d'experts. Il me présentait comme fragile, confuse, reconnaissante de son aide. Certains hochèrent la tête, d'autres m'adressèrent des sourires compatissants. Personne ne me posait de questions directes. Je devenais une silhouette, un rôle, une justification. Et lui, le fils dévoué qui avait pris les choses en main. Un jour, lors d'une réunion chez le notaire, j'ai tenté de parler, simplement, pour demander des explications sur un transfert. Laurent m'a coupé, poliment mais fermement. Il a dit que c'était trop technique, que ça me fatiguerait. Le notaire a baissé les yeux. J'ai compris que le décor était bien en place. La parole m'était retirée sans être officiellement refusée. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un poids dans la poitrine. J'ai ouvert un tiroir ancien, celui que je n'avais pas touché depuis des années. Des papiers, des lettres, des actes. Des souvenirs administratifs qu'on garde au cas où. J'ai passé mes doigts sur les feuilles jaunies. J'ai senti revenir une mémoire précise. Une décision prise autrefois, après la mort de mon mari. Une promesse faite à moi-même, dans un moment de lucidité froide. Je n'ai rien sorti. Pas encore. J'ai refermé le tiroir. Laurent, lui, devenait de plus en plus sûr de lui. Il parlait d'avenir comme s'il en était le seul propriétaire. Il invitait des gens sans me prévenir. Il prenait des décisions coûteuses. Il s'installait dans la maison comme dans un territoire conquis. Son mépris n'était pas violent. Il était tranquille. C'est cela qui faisait le plus mal. Cette certitude que je ne pouvais plus rien. Je me suis tue, volontairement. Je répondais par des phrases courtes. J'acceptais. Je remerciais. Je laissais croire que j'étais résignée. Ce silence n'était plus une faiblesse. C'était une stratégie. J'observais les incohérences, les contradictions, les oublis. Je notais mentalement chaque excès de confiance, chaque phrase trop rapide, chaque décision prise sans vérifier l'ensemble. Les mois passaient. Ma dignité semblait piétiner, mais à l'intérieur, quelque chose se reconstruisait. Une patience ancienne, une clarté nouvelle. Je n'étais plus dans la douleur immédiate. J'étais dans l'attente du moment juste, celui où la vérité serait incontestable. Un après-midi, Laurent est venu me voir avec un sourire triomphant. Il m'a dit que tout était enfin stabilisé, que je pouvais être tranquille, que les choses étaient sous contrôle. J'ai hoché la tête. Je l'ai regardé, longuement. Il n'a pas supporté mon regard. Il a détourné les yeux. Ce détail m'a confirmé ce que je savais déjà. Il n'avait pas tout vérifié. Ce qu'il ignorait, c'est que certaines décisions ne s'annulent pas par la force, que certains documents ne perdent pas leur valeur avec le temps, et que certaines promesses, consignées noir sur blanc, survivent aux manœuvres les plus habiles. Je n'étais plus la femme affaiblie qu'il croyait manipuler. J'étais une mère qui avait compris, une femme qui attendait. Et quand on attend avec lucidité, la chute de l'autre devient une question de temps, car très bientôt, un nom ancien allait ressurgir. Un document oublié allait refaire surface. Et ce petit détail allait transformer son assurance en panique. Le tiroir est resté fermé plusieurs jours après cette soirée-là. Je savais ce qu'il contenait, mais je n'étais pas encore prête à affronter ce souvenir. Ce n'était pas seulement du papier. C'était une décision prise dans un moment de grande solitude, des années plus tôt, quand j'avais compris que l'amour n'immunise pas contre l'ingratitude, même celle d'un enfant. Mon mari venait de mourir. J'étais seule face à l'avenir, et j'avais choisi de me protéger. Quand je l'ai finalement rouvert, mes mains étaient étonnamment calmes. J'ai sorti une chemise cartonnée, usée sur les bords. À l'intérieur, il y avait des copies certifiées, des annotations manuscrites et surtout un document précis, clair, incontestable. Un acte que Laurent n'avait jamais vu, ou plutôt qu'il n'avait jamais cherché à voir. Trop pressé, trop sûr de lui. À l'époque, sur les conseils d'un notaire prudent, j'avais fait inscrire une clause particulière. Une disposition discrète, parfaitement légale, mais rarement utilisée.
Elle protégeait mes biens en cas de pression, de manipulation ou de perte temporaire de capacité. Elle exigeait une validation spécifique, indépendante, pour toute transmission définitive. Sans cette validation, rien n'était irréversible, rien. J'ai relu chaque ligne lentement. Les mots étaient simples, froids, juridiques. Mais pour moi, ils avaient la chaleur d'un rempart. Laurent avait agi vite, s'appuyant sur des procurations générales, sur des signatures arrachées dans un contexte de fragilité. Il avait oublié ce détail parce qu'il n'avait pas pris le temps d'explorer l'ensemble du dossier. Il avait confondu vitesse et solidité. Je n'ai pas appelé tout de suite. Je ne me suis pas précipité chez un avocat. J'ai attendu encore. J'observais Laurent continuer à construire sur un sol qu'il croyait stable. Il engageait des dépenses. Il prenait des engagements publics. Il parlait comme un propriétaire sûr de son droit. Chaque pas en avant le rendait plus vulnérable. Puis j'ai pris rendez-vous. Pas avec n'importe qui. Avec le notaire qui m'avait accompagné autrefois. Il a reconnu immédiatement le document. Il a levé les yeux vers moi et n'a posé qu'une question. « Êtes-vous prête ?» J'ai répondu oui, sans trembler. Parce que cette fois, je ne cherchais pas à punir. Je cherchais à rétablir. Nous avons vérifié chaque élément, chaque date, chaque signature. Tout était là, clair, opposable. Laurent avait agi dans un cadre incomplet. L'héritage n'était pas définitivement entre ses mains. La procédure pouvait être suspendue, réexaminée, publiquement. J'ai senti une étrange paix m'envahir. Pas de joie excessive, pas de revanche, juste la certitude que le rapport de force venait de basculer. Je n'étais plus la femme qu'on contourne. J'étais celle qui détenait la clé du mécanisme. Nous avons choisi le moment avec précision. Une réunion familiale élargie, organisée par Laurent lui-même. Avocat, proches, témoins, il voulait annoncer des projets, consolider son image, montrer que tout était réglé. Il ignorait que le cadre qu'il avait choisi allait devenir celui de sa chute. Le jour venu, je me suis habillée simplement. Pas pour provoquer, pas pour impressionner, pour être moi, droite, présente. Quand Laurent m'a vue entrer, il a souri, sûr de son pouvoir. Il m'a proposé de m'asseoir. Il parlait déjà, trop, comme quelqu'un qui veut occuper l'espace avant qu'on ne le lui retire. Quand le notaire a pris la parole, j'ai vu le changement. Une première hésitation, puis une tension. Les mots ont été précis, techniques, implacables. Il a évoqué la clause, le document, l'absence de validation requise. Il a dit que la transmission était juridiquement contestable, suspendue. Laurent a ri, un rire bref, nerveux. Il a dit qu'il devait y avoir une erreur, qu'il avait tout fait correctement. Le notaire a posé le document devant lui, silencieusement. Laurent a pâli. Ses mains ont tremblé. Pour la première fois, il ne parlait plus. Je le regardais, sans colère, sans triomphe, avec cette tristesse calme qu'on ressent quand un enfant découvre les conséquences de sa précipitation. Je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai laissé le silence faire son travail. Parce que le silence, cette fois, était de mon côté. Ce petit détail qu'il avait ignoré venait de fissurer toute sa construction. Et ce n'était encore que le début. La pièce est devenue soudainement trop petite. L'air semblait plus lourd, comme si chacun retenait son souffle. Laurent fixait le document posé devant lui, incapable de détourner le regard. Ce n'était plus l'homme sûr de lui qui parlait quelques minutes plus tôt. C'était un fils pris de court, confronté à une réalité qu'il avait négligée par excès de confiance. Le notaire a repris la parole, calmement, méthodiquement. Il a expliqué la portée exacte de la clause, les conditions non remplies, l'obligation légale de suspendre toute opération liée à l'héritage, jusqu'à clarification complète. Chaque phrase était une pierre ajoutée à l'effondrement de l'édifice que Laurent avait bâti. Les proches échangeaient des regards incrédules. Les avocats prenaient des notes. Personne ne souriait. Laurent a tenté de reprendre le contrôle. Il a parlé vite, trop vite. Il a évoqué mon état de santé, ma fragilité passée, l'urgence qui l'avait poussé à agir. Il cherchait encore à me présenter comme une femme incapable, même à cet instant. Je l'ai regardé sans ciller, et pour la première fois depuis des mois, j'ai parlé. Ma voix était posée, plus ferme que je ne l'aurais cru. J'ai dit que je n'avais jamais renoncé à comprendre ce que je signais, que j'avais fait confiance, oui, mais que la confiance n'efface pas le droit. J'ai rappelé que cette clause avait été pensée précisément pour éviter ce genre de pression. J'ai dit que protéger ses biens n'était pas trahir ses enfants.
c'était préserver son autonomie. Le silence est revenu, différent, plus dense. Laurent m'a regardé alors, vraiment. Pas comme une figure à contourner, mais comme une adversaire qu'il n'avait jamais anticipée. Je n'ai vu ni haine ni rage dans ses yeux. J'y ai vu la peur, celle qui arrive quand on réalise que tout peut s'écrouler. Les discussions ont continué, techniques, longues. Mais le verdict était déjà clair. La transmission était suspendue, les comptes gelés, les décisions remises en question. Tout ce qu'il avait pris pour acquis venait de lui glisser entre les doigts, devant témoins, devant ceux qu'il avait convaincus de son bon droit. Quand la réunion s'est achevée, Laurent est resté assis, les épaules affaissées. Les invités sont sortis un à un, évitant les regards, murmurant à voix basse. Certains m'ont adressé un signe de tête respectueux. D'autres semblaient honteux de ne pas avoir douté plus tôt. Moi, je me sentais étonnamment calme. Laurent s'est approché de moi plus tard, seul. Il n'y avait plus de public, plus de rôle à jouer. Il m'a demandé pourquoi je ne lui avais rien dit plus tôt. Sa voix n'était plus arrogante, elle était cassée. Je lui ai répondu simplement que je n'avais pas à me justifier pour me protéger, que le respect ne se négocie pas sous pression. Il a baissé les yeux, il n'a pas insisté. À cet instant, j'ai compris que la chute n'était pas seulement matérielle, elle était morale. Il venait de perdre quelque chose de plus profond que de l'argent, la certitude d'avoir raison. Je suis sorti de cette pièce lentement. Chaque pas me semblait plus léger. La justice n'avait pas encore rendu son verdict final, mais l'équilibre était rétabli. Je n'étais plus effacé, je n'étais plus contourné. J'étais redevenu visible, légitime, écouté. Ce jour-là, je n'ai ressenti aucune jubilation, seulement une clarté nette, celle qui arrive quand on cesse de douter de soi, quand on comprend que la patience n'était pas de la faiblesse, mais une préparation. Laurent avait oublié un détail ancien, discret, mais solide. Et ce détail venait de transformer sa victoire en effondrement public. Mais l'histoire n'était pas encore terminée, car après la chute, vient toujours le temps des conséquences. Les semaines qui ont suivi ont été longues, mais différentes. Ce n'était plus l'attente angoissée de quelqu'un qui subit. C'était le temps nécessaire à la justice pour remettre chaque chose à sa place. Les procédures ont repris, cette fois avec rigueur, transparence et respect. Chaque document a été réexaminé. Chaque décision passée au crible. Et, pour la première fois depuis longtemps, on me posait des questions. À moi. Laurent n'avait plus cette assurance insolente qui m'avait tant blessé. Il parlait peu. Il écoutait, contraint de reconnaître qu'il avait agi trop vite, trop brutalement. Les comptes ont été débloqués sous contrôle judiciaire, les biens réintégrés dans un cadre clair. Ce que j'avais construit n'était plus utilisé contre moi. Il m'était rendu légalement et symboliquement. Je ne savourais pas sa chute. Ce n'était pas une victoire personnelle. C'était un rééquilibrage, une réparation. J'ai compris alors que la vraie justice n'humilie pas. Elle remet les choses à leur juste niveau. Elle rappelle les limites. Elle protège sans écraser. Laurent a tenté, à un moment, de se justifier. Il parlait de peur, de pression, d'angoisse face à l'avenir. Je l'ai écouté, sans colère, sans dureté inutile. Je lui ai dit que j'aurais compris une inquiétude, j'aurais compris une discussion, mais que ce qu'il avait choisi, c'était la contrainte et le mépris, et que cela avait un prix. Notre relation a changé. Elle ne s'est pas brisée complètement, mais elle n'est plus fondée sur l'illusion. Il a compris que je n'étais pas une femme à contourner, ni une mère à réduire au silence pour son confort. Je suis une personne entière, avec des droits, avec une voix. Et cette prise de conscience, pour lui, a été plus difficile que n'importe quelle sanction financière. De mon côté, quelque chose s'est apaisé profondément. Je dormais mieux. Je marchais plus droite. Je ne ressentais plus cette honte sourde qui m'avait accompagnée pendant des mois. J'avais tenu, j'avais attendu. Et j'avais agi au moment juste. Cette dignité retrouvée ne dépendait plus du regard des autres. Elle venait de moi. La maison a retrouvé son silence familier. Pas un silence vide, mais un silence habité. Celui d'un lieu qui m'appartient à nouveau. J'ai remis certains objets à leur place. J'ai ouvert les fenêtres. J'ai laissé entrer la lumière. Chaque geste était simple, mais chargé de sens. Je n'étais plus une invitée dans ma propre vie. Parfois, je repense à ce moment précis où j'ai signé, fatiguée, encerclée, convaincue que je n'avais pas le choix. Je ne me juge plus. La vulnérabilité n'est pas une faute. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait ensuite. Et ce que j'ai fait,
C'est reprendre ma place sans crier, sans frapper, sans détruire. Si vous écoutez cette histoire et que vous traversez une situation semblable, retenez ceci. La précipitation est souvent l'arme de ceux qui veulent dominer. Le silence, quand il est choisi et non subi, peut devenir une force redoutable. Et les détails que certains méprisent sont parfois ceux qui rétablissent toute une vie. Mon fils pensait avoir gagné parce qu'il avait agi vite. Il a appris que la solidité se construit dans le temps. On m'a arraché mon héritage un jour de faiblesse. La justice me l'a rendu avec ma dignité. Et aujourd'hui, je sais une chose avec certitude. On peut tenter de voler des biens, mais on ne vole pas une femme qui a appris à attendre et à se relever.